à toutes au séminaire international de l'IRES. Je m'appelle Marcus Kaman et je suis chercheur à l'IRES et je co-anime ce séminaire avec Christina Nezzoli. Et pour rappel, le séminaire international de l'IRES, c'est un séminaire bimestriel qui se penche sur les enjeux français et internationaux du syndicalisme. Il intéresse aussi bien des syndicalistes que des chercheurs. Et comme à notre habitude, les interventions de nos invités d'aujourd'hui seront enregistrées et ensuite diffusées par le canal YouTube de l'IRES. Permettez-moi quelques mots d'introduction. Les idées de l'Occident sur le travail salarié, ainsi que les expériences historiques des économies industrialisées d'Europe et d'Amérique du Nord, ont façonné le concept de recherche sur les relations professionnelles et le syndicalisme. Pourtant, ils ne correspondent que partiellement aux réalités de la majorité des travailleurs et travailleuses dans le monde. Ils souffrent des lacunes et des faiblesses théoriques ainsi qu'empiriques significatives. Le même est vrai pour l'étude du syndicalisme. L'enjeu est alors on pourrait dire, déprovincialiser les concepts occidentaux des relations professionnelles. Et c'est dans cet esprit que nous avons ouvert un cycle du séminaire international qui s'interroge sur les enjeux et pratiques en dehors de l'Europe. D'ici mai, nous allons déplacer nos regards au Sénégal, au Brésil et au Chili. Et avec ces premiers séminaires de cycle, nous allons nous intéresser aux expériences africaines d'organisation et de mobilisation des travailleurs. La plupart des économies africaines sont caractérisées par un niveau élevé de travail informel et précaire, les secteurs publics et les principaux employeurs de main-d'œuvre salariée, bien que les réformes néolibérales et les dits ajustements structurels défavorisent la création d'emplois dans le secteur de la santé et de l'éducation. Pourtant, dans de nombreux pays africains, les syndicats sont des acteurs politiques importants qui ont participé aux luttes contre le colonialisme et l'apartheid, contre les régimes autocratiques, la relibéralisation politique et la démocratisation, contre le néolibéralisme, les politiques des institutions financières internationales et contre les influences néocoloniales. Dans de nombreux endroits, lorsque des luttes populaires se font jour, les syndicats sont en première ligne et s'associent à d'autres organisations. Bien que le syndicalisme varie selon les secteurs et les pays, les activités et des luttes des syndicats africains contrastent avec les déclins souvent déplorés du syndicalisme du Nord. Pourtant, dans de nombreux cas, l'organisation et la mobilisation des travailleurs et travailleuses informels, précaires et indépendants s'est fait au sein des organisations autres que les syndicats. La question si les syndicats sont les seules organisations adéquates pour représenter les travailleurs et travailleuses est pertinente pour le continent africain, comme elle est dans d'autres parties du monde. Donc, pour nous éclairer sur ces enjeux aujourd'hui, nous avons invité Sidi Sissoko. Sidi est politiste et chargé des recherches CNRS au laboratoire Clercé de l'Université de Lille. Il a publié sur des objets aussi variés que les politiques de développement économique, les usages stratégiques du salariat devant les tribunaux de travail et les syndicalismes dans les transports publics, le plus souvent avec une focale régionale ou géographique sur le Sénégal. Il a publié ses travaux dans diverses revues, parmi lesquelles la revue française des sciences politiques, Politique africaine, Politics, Cahier d'études africaines ou encore Critique internationale. Pour discuter de son texte aujourd'hui sur le regroupement des chauffeurs au sein des gares routières au Sénégal, nous accueillons deux invités. Donc, le premier invité, c'est Alfred Inès Ndiaye. Alfred a enseigné la sociologie et l'anthropologie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et du Sénégal entre 1992 et 2021. Entre autres, il a publié l'ouvrage Les relations professionnelles en Afrique de l'Ouest, que nous avons ici dans la salle et que nous faisons circuler. Pour des raisons de santé, il ne pourra malheureusement pas assister à cette réunion, mais il a eu la gentillesse de nous envoyer un commentaire en forme de vidéo que nous allons diffuser tout à l'heure. Le deuxième invité discutant est José Calderón. Il est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille et également membre du laboratoire Clercé. Ses thèmes de recherche portent sur le travailleur migrant espagnol dans la logistique autour du port de Rotterdam, la sociologie du travail et de l'action collective et l'ethnographie des pratiques d'organisation de la vie quotidienne des classes populaires.
Encore quelques mots sur l'organisation de cette séance. Nous commençons donc avec la présentation de Sidi Sissoko, qui va durer environ 25 minutes. Ensuite, nous donnons la parole à Alfred Inès Ndiaye et à José Calderon. Et leurs interventions vont durer en tout une trentaine de minutes. Sidi reprendra la parole par la suite, avant qu'on ouvre la discussion à la salle. Nous comptons finir vers midi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne séance et je vous donne la parole à Sidi pour commencer sa présentation. Merci. Merci beaucoup et puis désolé du retard. Voilà, sincèrement désolé pour les gens en ligne aussi. Donc je m'appelle Sidi Sissoko, je suis chercheur CNRS. Merci aussi à José et à Alfred qui n'a pas pu être avec nous. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors le papier que je vous ai envoyé, c'est un papier qui est très empirique et ça me semblait pas mal. Voilà, pour camper un peu le décor. C'est un papier qui était paru dans le seul numéro spécial de revue francophone consacré au syndicalisme en Afrique. Tous les articles, c'était il y a 10 ans. Donc tous les articles sont en libre accès, je crois. Donc si vous voulez en lire d'autres, n'hésitez pas. C'est un papier qui est tiré d'une recherche que j'ai effectuée sur la profession de chauffeur de transport en commun au Sénégal, dans un contexte où il faut bien se figurer qu'il y a très peu de voitures particulières et où… Je mets le PowerPoint. Ouais, s'il vous plaît. Et où le rail est très peu développé. Donc, dans un contexte où cette activité-là économique, elle est quand même assez importante. J'ai choisi ce papier aussi parce qu'il permet de soulever certaines questions liées à la syndicalisation des travailleurs du secteur informel et aux spécificités du travail syndical dans ce contexte particulier. Alors, la syndicalisation des travailleurs du secteur informel, c'est un enjeu majeur pour l'OIT. C'est quelque chose qui est très important dans la marche vers ce que l'OIT appelle le travail décent. C'est aussi un enjeu très important pour les centrales syndicales sur place, puisque c'est une masse de travailleurs extrêmement importante. Lorsque les travaux de sciences sociales s'intéressent à l'informel, en fait, ils mettent très peu en avant les liens entre les travailleurs du secteur informel et les organisations syndicales classiques. La littérature, elle insiste plutôt sur l'existence d'organisations, et vous disiez tout de suite, d'organisations ad hoc, qui sont présentées comme concurrentes aux organisations syndicales classiques. Ça peut être des associations corporatistes, des organisations mutualistes, etc. Et c'est là où le secteur du transport est intéressant, c'est parce qu'il vient contredire ces idées reçues sur le rapport que peuvent entretenir les travailleurs du secteur informel avec les organisations syndicales traditionnelles. Le secteur du transport de passagers, il faut vraiment bien comprendre que dans l'imaginaire populaire au Sénégal, plus largement en Afrique, je crois qu'on peut vraiment généraliser au moins sur ça, sur l'Afrique. Et puis dans l'imaginaire aussi du développement, c'est considéré comme l'archétype du secteur informel. La notion d'informel même, elle a été élaborée autour d'activités en lien avec le transport dans les années 70. Et moi, dans mon travail, lorsque je commence à enquêter sur ce secteur, je me rends très vite compte de la place extrêmement importante que jouent les organisations syndicales et surtout leurs représentants, dans le fonctionnement quotidien de ce secteur. Alors, je ne sais pas trop comment marche le PowerPoint. Voilà. Donc là, vous voyez, c'était pour… c'est une photo d'une gare routière pour que vous puissiez un peu vous figurer de quoi je parle et puis vous rendre un peu compte. Voilà. Donc l'enjeu de ce papier que j'ai fait circuler, c'était de se demander comment les chauffeurs qui se rassemblent dans les gares routières ou alors ce qu'on appelle aussi les garages choisissent leurs représentants syndicaux. Alors ça passe par une élection qui s'effectue en dehors des élections classiques de représentativité qui sont organisées par l'État au Sénégal depuis 2011, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un indicateur d'une espèce de spécificité dans laquelle se verrait enfermer le travail informel et là, en l'occurrence, le secteur du transport. Et l'idée de ce papier, c'est de dire que malgré tout, on n'est pas dans une forme de syndicalisme qui prospère en dehors de tout contrôle étatique. En fait, ce que je montre, c'est tout l'inverse. C'est que ce que mettent en lumière ces élections qui ont lieu donc dans les gares routières, les élections des présidents de gares routières, c'est en fait la façon dont, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, l'élection des représentants syndicaux au sein des gares, elle est extrêmement encadrée par l'État.
C'est des élections qui mettent à jour la façon dont les représentants des chauffeurs sont partie intégrante d'un réseau qui associe des préfets, la gendarmerie, la police, les douanes, l'échelon, même l'échelon national de leur syndicat, bien sûr, mais voilà, toute une série de représentants de l'État, de façon plus ou moins formelle, hein, vous l'aurez compris, à travers la lecture du papier. Donc, en complément de ce papier, ce que je souhaitais faire, c'était en quelque sorte historiciser un peu ce papier. Voilà, faire l'histoire un peu de cette configuration qui associe les représentants syndicaux à des représentants de l'État à l'échelle des gares routières, en dehors des instances classiques de représentation, hein, en dehors de ce qu'on appelle aujourd'hui, y compris au Sénégal, le dialogue social. Hein, voilà, donc, faire l'histoire un peu de cette configuration. Et à travers cette histoire, je voulais interroger aussi ce qui a rendu possible la syndicalisation de ce secteur d'activité, voilà, de l'économie informelle. Voilà. Donc, voilà, ma présentation s'organise en 2 temps. On vient de passer le premier temps. Voilà, et donc là, on arrive au deuxième temps. Alors, en fait, il y a 3 étapes dans ce processus de syndicalisation du secteur informel. Donc là, la première étape, c'est ce que j'ai appelé la sénégalisation de l'économie, c'est en fait la situation initiale du récit, en fait, en quelque sorte. Les travailleurs du transport sont d'abord représentés par leur patron. Dans les années 70, les travailleurs du transport sont présentés par ce qu'on appelle les grands transporteurs, c'est-à-dire des grands propriétaires de véhicules. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ça? Alors, à la fin des années 60, l'État sénégalais soutient ce qu'on appelle la sénégalisation de l'économie. Fin des années 60, l'État doit affronter une critique très forte qui vient de la part des milieux patronaux sénégalais. Donc, cette critique, elle dit, finalement, il n'y a pas eu de rupture dans la politique économique du pays depuis l'indépendance et les intérêts européens et assimilés, donc ce qu'on appelle les intérêts européens et assimilés, c'est en gros les intérêts des Français et des Libanais. Il y a une très importante communauté libanaise au Sénégal. Donc, ces intérêts-là continuent d'être privilégiés aux dépens des acteurs économiques sénégalais. Et donc, cette critique, elle va rencontrer un écho auprès du gouvernement de Léopold Sédar Senghor à l'époque, dans un contexte qui est très particulier, qui est celui de la crise de 68. Hein, en fait, mai 68, on l'oublie souvent, hein, mais c'est un événement en fait global. Et il y a eu aussi un mai 68, ou en tout cas un été 68 au Sénégal, avec des manifestations, des grèves de travailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, le gouvernement va répondre favorablement aux revendications du patronat sénégalais pour calmer le jeu. Donc, il y a une politique publique qui va être mise en place de sénégalisation de l'économie. Donc, c'est-à-dire donner plus d'accès aux chambres, donner plus un accès privilégié aux chambres de commerce aux entrepreneurs sénégalais. Leur donner aussi accès aux prêts à travers la création de toute une série d'organismes publics. Leur donner aussi un meilleur accès au marché public. Hein. Et puis, au-delà de ces réponses un peu techniques, il va y avoir des réponses plus politiques. Hein, il va y avoir une reprise en main des principales organisations représentant les intérêts patronaux sénégalais, ce qui va aboutir à la création de ce qu'on va appeler le GES, le Groupement économique du Sénégal, et la quasi-affiliation en fait de cette organisation patronale au parti du président de la République. Hein, il y a la même chose aussi du côté syndical qui aboutit à la création de, peut-être que vous connaissez, la CNTS, donc la Confédération nationale des travailleurs sénégalais, avec voilà, quasi-affiliation au parti, alors on pourrait dire au parti État, en tout cas au parti présidentiel. Il faut bien se figurer, cette période de la vie politique au Sénégal, elle est assez verrouillée. Il n'y a pas de pluralisme politique, en tout cas très limité, et encore moins de pluralisme syndical. Donc, toute cette politique de sénégalisation de l'économie, elle va avoir un effet. Elle va permettre à des transporteurs, c'est-à-dire donc des propriétaires de véhicules de transport, de bénéficier de plus de marchés publics, de bénéficier de prêts assez importants, qui seront en fait rarement remboursés, et donc d'augmenter leur taille, la taille de leur parc de véhicules. Dans un moment où les infrastructures routières croissent. Donc ça permet également le développement de la fédération des transporteurs, donc qui est une sous-branche du GES, l'organisation dont je vous parlais tout à l'heure, le Groupement économique du Sénégal. Et donc cette fédération, elle va servir de courroie de transmission, de distribution des prêts, des marchés publics. Donc à ce moment-là de l'histoire, on a deux ou trois grandes figures de transporteurs nationales, et puis quelques figures régionales. De personnes en fait avec un très grand parc de véhicules qui ont bénéficié de ces marchés publics.
Ces transporteurs sont aussi très proches du parti présidentiel. Ils sont parfois députés, en même temps qui dirigent la Fédération des transporteurs. Et donc, ce réseau va s'étendre dans l'espace urbain, puisque en fait, la proximité de ces grands transporteurs avec les autorités publiques va leur permettre de tenir des passe-droits pour investir l'espace public et établir des espaces d'embarquement. Lorsqu'on fait les archives, il y a une photo qui symbolise un peu ça. Voilà, c'est il y a un personnage en costume, c'est Jean Collin. C'est à l'époque, c'est un des personnages les plus puissants du Sénégal. C'est le bras droit de Abdou Diouf, qui est à l'époque le président du Sénégal. Et à côté, on a un des plus grands transporteurs de l'époque, qui est Lobat Fall, en fait, et donc voilà. Et donc, je trouvais que c'était assez significatif. Ils sont en train de construire un hôtel, en fait, dans la principale gare routière du Sénégal. Là, voilà, ça illustre un peu ça. Voilà. Donc, à ce moment-là, on a donc, dans les gares le travail des chauffeurs qui est encadré par les représentants des grands transporteurs. On retrouve également des organisations mutualistes dans les gares, mais en fait, elles n'ont pas de fonction, elles n'ont que des fonctions d'entraide, elles n'ont pas de fonction de représentation. Et ce rôle de représentation est assuré par les transporteurs qui jouent un rôle important au niveau local, puisque ils embauchent les chauffeurs, mais aussi ils servent de relais entre la population des chauffeurs et l'administration, toute une série de démarches, pas simplement au niveau des permis de conduire. Et puis, ils servent aussi d'intermédiaire entre les chauffeurs et le parti présidentiel, puisque je vous le disais, la plupart d'entre eux, en fait, sont engagés politiquement, voire même ont des postes de responsabilité, alors en tant que député, au sein du Conseil économique et social, etc. Donc ça, c'est en quelque sorte la situation initiale du récit. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, tout ce réseau va se fragmenter au cours de la décennie suivante. Alors, on avait quelque chose d'assez centralisé jusqu'ici, avec seulement une poignée de grands transporteurs. Et donc, plusieurs choses vont provoquer cet effritement. On passe à ce que j'appelle la conquête des gares. Il y a d'abord les rivalités politiques. En fait, le Parti socialiste, qui est le parti présidentiel, il va être traversé par de fortes rivalités. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça va se répercuter sur la Fédération des transporteurs et ça va exacerber les oppositions entre les dirigeants de la fédération. Il va y avoir aussi un changement dans la sociologie des propriétaires de véhicules. Dans les années 1980, début des années 90, il va y avoir la mise en place de toute une série de réformes, de libéralisation du transport. Ça fait partie vous allez sans doute connaître les plans d'ajustement structurel. Donc voilà, ça fait partie de ces réformes-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va libéraliser les licences. Donc ça veut dire que c'est plus facile de devenir transporteur. Il va y avoir aussi une libéralisation des importations de véhicules. Ce qui signifie que beaucoup plus de gens peuvent devenir propriétaires de véhicules, puisqu'on peut importer des véhicules à moindre coût. Et donc, on va assister à l'émergence d'une nouvelle strate de propriétaires, des propriétaires avec une flotte beaucoup moins importante que ceux dont je parlais tout à l'heure, 1, 2, 3 véhicules, et puis surtout des propriétaires qui continuent d'exercer leur activité de chauffeur tout en étant propriétaires de leur véhicule. En tout cas, qui ont longtemps exercé avant de devenir propriétaires de leur véhicule. Donc, des gens qui ont un parc de véhicules beaucoup moins grand, pas la même surface économique que les grands transporteurs, mais qui surtout n'ont pas du tout le même type d'ascension sociale que les grands transporteurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des gens qui ont, je cite, c'est une expression qu'on retrouve pas mal dans les gares routières, qui ont rampé le transport, c'est-à-dire qui ont été chauffeurs avant de devenir propriétaires. Et donc, au sein de cette nouvelle strate de propriétaires, va se développer toute une critique des grands transporteurs et de la légitimité des grands transporteurs à représenter le secteur du transport dans son ensemble. Alors, cette critique, elle consiste en un discours sur l'éloignement. C'est assez classique, c'est des choses qu'on retrouve en fait de façon assez universelle, j'ai l'impression. C'est un discours sur l'éloignement de ces grands transporteurs, leur incapacité à aider les chauffeurs face aux difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement sur la route, leur trop grande compromission avec le pouvoir. Et donc, ce qui va être mis en avant comme qualité pour être un représentant en creux, c'est plus l'appartenance, c'est plus tant l'appartenance au secteur du transport que l'identité de chauffeur, le fait d'exercer ou d'avoir exercé une activité de conduite, la présence quotidienne sur le lieu de travail, la connaissance de ce que ça veut dire au quotidien que de conduire. Et donc, toutes ces divisions internes, elles mènent tout au long des années 1990 ces petits propriétaires chauffeurs en majorité, ils les mènent à investir différemment les associations d'entraide qui existaient depuis les années 70, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existaient donc au sein des gares, gérées
par les transporteurs. Et donc, ces associations, elles vont devenir plus simplement des associations d'entraide, elles vont aussi devenir des associations qui représentent les intérêts des chauffeurs au niveau local. Donc, c'est ce qui va s'appeler les regroupements de chauffeurs, qui fait l'objet de ma thèse et qui fait l'objet de l'article. Donc, durant toutes les années 90, ces organisations, elles vont prendre le contrôle des gares aux dépens de l'organisation mise en place jusqu'ici par les transporteurs durant les années 70 et une partie des années 80. Alors, faut pas imaginer que ça arrive de façon automatique, hein. C'est quelque chose en fait qui arrive de façon progressive sur le territoire. Si on va à la gare routière de Saint-Louis, c'est pas tout à fait la même histoire que la gare routière de Kaolack, qui n'est pas tout à fait la même histoire que la gare de Dakar, etc., etc. Mais c'est vraiment un mouvement qui se fait de façon progressive sur l'ensemble du territoire, parfois de façon violente, hein, des affrontements violents, le préfet est obligé d'intervenir, etc. Parfois de façon pacifique, hein, parfois les bureaux s'associent pour former parfois les gens s'échappent, voilà. C'est pas la même histoire partout, mais il y a ce mouvement global sur l'ensemble des territoires. Et fin des années 90, donc c'est cette strate de propriétaires de véhicules qui a pris le contrôle des espaces d'embarquement sur le territoire des gares routières. Donc là, on arrive à la troisième étape de mon récit, la dernière étape, hein, qui est la syndicalisation des chauffeurs. C'est le dernier basculement de cette histoire. Donc, ce réseau d'organisation organise des grèves tout au long des années 90 pour différentes raisons. La concurrence déloyale des mototaxis. Donc ça, c'est vraiment un motif très local. Le harcèlement policier, le prix de l'essence, etc., etc. Et lorsqu'on regarde ces grèves à travers la presse, on voit qu'au début, il s'agit de grèves locales, mais que très vite, il y a une coordination nationale qui se met en place sur les territoires et qu'on arrive à des grèves nationales durant toutes les années 90 qui sont très suivies. De la même façon, on voit, toujours en regardant la presse, on voit qu'au début, ces organisations, elles sont boudées par le pouvoir. Et puis, petit à petit, on voit que leurs représentants sont reçus par le président de la République, par ses conseillers. Donc, des organisations qui deviennent de plus en plus légitimes, qui deviennent des interlocuteurs de l'État central. Donc, aussi une coordination plus forte à l'échelle nationale. Et donc, ces associations, elles vont être aussi captées progressivement par la branche transport de la CNTS, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la Confédération nationale des travailleurs sénégalais. Alors, je voulais rappeler tout à l'heure, en 1968, énormément de choses qui se passent, un mouvement pour être comparable à ce qui s'est passé en France, une reprise en main de cette centrale syndicale, une quasi-affiliation, et là, dans les années 90, on est dans un moment de libéralisation de la vie politique. Le syndicat et la confédération est dans une situation un peu difficile. La centrale donc, a été très proche du pouvoir, elle a longtemps entretenu des relations symbiotiques avec le parti présidentiel, mais dans les années 90, donc libéralisation de la vie politique et augmentation sans précédent du nombre de centrales. Donc la position hégémonique de la centrale est remise en cause et il y a un fort enjeu à se constituer des bases solides dans un secteur aussi stratégique que le transport afin de continuer à peser, alors même qu'on n'a plus forcément l'appui qu'on pouvait disposer de l'État. Donc il y a la branche transport, donc c'est le syndicat national des travailleurs du transport sénégalais. C'est un syndicat qui existe depuis les années 60, mais qui avait une audience assez restreinte en fait jusqu'ici, qui se limitait à la capitale. Voilà, juste sur le caractère stratégique du transport, il faut bien s'imaginer que quand ce secteur se met en grève, tout le monde est paralysé. C'est vraiment. Donc, il va y avoir toute une campagne qui va être menée par le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de transport sénégalais pour affilier les regroupements au syndicat. Donc, il va traverser, aller dans toutes les régions, proposer son aide pour solutionner des conflits du travail, etc. Et donc, cette campagne, elle va marcher tellement des années. C'est pas tant le syndicat qui va absorber ce réseau d'associations, mais c'est en fait ce réseau d'associations qui va absorber le syndicat. Puisqu'au début des années 2000, suite à un conflit de paiement autour des cotisations syndicales entre les regroupements et l'exécutif du syndicat, les regroupements vont propulser à la tête du syndicat l'un des leurs, quelqu'un en fait qui est issu d'un regroupement de la banlieue de Dakar. Donc, au début des années 2000, je vous mets cette carte qui me semblait intéressante à voir. Donc, c'est une carte des routes au Sénégal avec toutes les villes. Et au début des années 2000, on a tout un réseau d'associations, les regroupements de chauffeurs, qui sont en lien
du fait de la circulation des chauffeurs, hein, vous pouvez bien vous imaginer aussi que c'est un facteur important hein, dans la diffusion de ce type d'organisation, dans l'homogénéisation de ce type d'organisation, mais aussi hein, donc, voilà, ensemble du fait aussi de leur appartenance à la structure nationale qui est ce syndicat. Et donc là, il faut bien vous imaginer que voilà, toutes les petites villes que vous voyez, hein, il y a un regroupement. Voilà, faut vous imaginer qu'ils sont reliés donc par ce réseau routier, plus ou moins dense hein, en fonction des régions. Mais voilà, bon, Nioro du Rip, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un regroupement. Dauphin, il y a un regroupement. Catherine, il y a un regroupement. Bon, je vais pas éliminer tout, mais voilà, pour vous, si vous figurez le maillage que ça correspond, auquel ça correspond sur le territoire national. Donc, ces organisations, elles ont à leur tête des présidents, hein, voilà, c'est l'objet de l'article, qui ont inscrit donc, dans les statuts de ces associations, hein, puisqu'il y a des dépôts légaux qui sont effectués, il y a marqué hein, leur appartenance à la CNTS et donc à ce syndicat, donc la branche transport de la CNTS, au syndicat national des travailleurs du transport sénégalais. Et donc, ces associations, bah, elles encadrent littéralement le travail des chauffeurs au sein des gares. Donc, ça passe par tout un système d'inscription, de taxation aussi, hein, mais aussi la promotion d'un certain nombre de règles qui sont destinées en fait à encadrer l'attente des chauffeurs dans les gares, puisque les chauffeurs passent énormément de temps dans les gares, parce qu'ils doivent attendre leur tour pour charger les passagers, etc. Donc, c'est aussi des lieux de vie, etc. Voilà, donc c'est dans ce contexte, voilà, que ce que vous avez lu, voilà, prend, dans ce contexte historique en tout cas, que ce que vous avez lu prend place. Très rapidement pour conclure, alors deux remarques. Première remarque, peut-être dire un mot sur ce que cette histoire n'est pas. Il serait tentant de dire finalement, voilà, cette histoire de la syndicalisation des chauffeurs, c'est une histoire de l'émancipation des travailleurs du secteur du transport, de la tutelle patronale. On pourrait penser ça, on pourrait, c'est tentant. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Durant les années 90, on voit que les chauffeurs s'émancipent effectivement de la tutelle des organisations patronales, donc de la fédération des transporteurs dont je parlais. Mais en fait, les chauffeurs, ils restent représentés par des propriétaires de véhicules, hein, qui exercent certes une activité de chauffeur, mais qui restent quand même des propriétaires, des employeurs hein, potentiellement, puisqu'ils ont plusieurs véhicules et donc aussi des chauffeurs à leur solde. Donc la dans ce contexte-là, hein, c'est le contexte qui est vraiment caractéristique à mon avis de ce qu'on appelle le secteur informel. La partition classique, voilà, prolétaire contre propriétaire des moyens de production, voilà, elle marche pas tout à fait. Hein, voilà. Les gens ne se séparent pas autour d'une identité qui est liée à la place qu'ils occupent dans l'appareil de production, mais plutôt autour d'une appartenance commune à un lieu ou encore à voilà, une activité, hein, autour d'une identité qui va se construire autour d'une activité très précise, d'un secteur d'activité. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, pour vraiment conclure, j'ai arrêté mon enquête en 2014, mais ce que je viens d'écrire a encore évolué depuis, et ça me semblait intéressant de le préciser. Alors depuis, moi, je suis l'actualité de loin, hein, beaucoup moins, voilà, de façon beaucoup moins précise que ce que j'ai pu faire durant ma thèse. Mais voilà, il y a un fléau dans le syndicalisme sénégalais qui est lié à la non-tenue des élections au sein des syndicats. Hein, quelque part, les gares routières, sur ce point-là, elles fonctionnent mieux peut-être que certaines organisations syndicales au Sénégal. Et donc, c'est assez problématique dans le syndicat et c'est l'un des facteurs qui explique la démultiplication hein, des organisations syndicales au Sénégal. Hein. Les oppositions ne peuvent pas se régler par des élections, donc les opposants finissent par créer leur propre structure et emmener avec eux leurs partisans, etc. Et donc, ça explique aussi cet émiettement qui est critiqué hein, par des gens qui appartiennent notamment à la CNTS, etc. Et voilà. Et la branche transport de la CNTS, elle n'échappe pas à cette logique-là, hein, puisque voilà. Et du coup, récemment, enfin en tout cas depuis quelques années, il y a d'autres initiatives qui sont pas forcément syndicales, hein, en tout cas qui n'ont pas ce label-là, qui sont apparues pour tenter de fédérer les regroupements à l'échelle nationale, hein, notamment autour de l'initiative d'un regroupement de la région de Diourbel, je crois, et voilà. Et donc je trouve intéressant de constater qu'en fait les regroupements, hein, en tout cas leurs présidents, ils ont une attitude assez opportuniste vis-à-vis de ces organisations. Hein, et donc les alliances varient énormément en fonction des conflits, même si les regroupements appartiennent toujours effectivement aux syndicats dont je parlais tout à l'heure, hein, le syndicat national des travailleurs du transport sénégalais. Voilà, ça donne un peu le sentiment que les cartes peuvent être rebattues à tout moment hein, et que voilà que ce travail-là qui a été fait dans les années 90, hein, tout début des années 2000, voilà peut encore être défait, peut encore être solidifié. Voilà.
Voilà, je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, mais merci beaucoup en tout cas encore pour cette initiative et pour l'invitation aussi. Et voilà, désolé du retard aussi. Merci à toi. Donc, merci beaucoup, Sidi. On va donc passer à la vidéo, donc à l'intervention de Alfred Gaël. Chers séminaristes, chers collègues, dans le texte qui nous est soumis ici, Sidi Sissoko examine le cas d'une catégorie de travailleurs qui, faute de statut légal, à savoir l'absence de contrat de travail, a imaginé une forme d'organisation pouvant jouer le rôle de syndicat et aussi le rôle des services de protection sociale, dans une certaine mesure. En effet, le regroupement des chauffeurs qu'il présente dans son texte permet aux chauffeurs de transport interurbain de participer au jeu syndical traditionnel. L'objectif de Sidi est de réfléchir sur le rapport entre autonomie organisationnelle et indépendance. Il montre, à partir de l'analyse du processus de renouvellement des instances dirigeantes d'un regroupement, qu'il n'y a pas de corrélation positive entre autonomie et indépendance organisationnelle. Pour ma part, à la lecture du texte, notre attention a été attirée par deux autres questions relatives aux relations professionnelles. Questions soulevées par le texte. La première est la suivante. Comment appliquer la législation du travail dans un pays faiblement industrialisé et dans lequel l'activité productive dominante se trouve dans le secteur informel? Bien entendu, la législation du travail donne de fortes indications sur la structuration et le mode de fonctionnement des organisations professionnelles. Le regroupement des chauffeurs est une tentative de réponse à cette première question. Ma deuxième question est la suivante. Si l'on prend en compte le mode de fonctionnement du regroupement des chauffeurs, qu'en est-il de la négociation collective, essentielle pour le bon fonctionnement d'un secteur d'activité? La vraie question à poser quand on considère le regroupement est de voir s'il impacte positivement ou négativement sur le fonctionnement du secteur du transport. L'examen du cas de la nouvelle gare routière de Dakar, qui est la plus grande gare du pays, ouverte en 2014, donc après l'enquête de Sidi, nous permet de donner des éléments de réponse à cette question. Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle gare routière ouverte en 2014 est qu'en 2012, à l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, une nouvelle équipe gouvernementale, cette dernière a tenté d'innover en matière de politique publique. Elle a notamment élaboré un programme de modernisation des services de transport interurbain de passagers. Pour commencer ce programme, il a choisi le site de Dakar en identifiant un parc de 12 hectares pouvant accueillir 1500 véhicules. Le coût total d'investissement
pour rendre opérationnelle cette gare est de 12 millions d'euros. Mais l'innovation majeure de ce programme de modernisation du service de transport interurbain était de confier la gestion de la nouvelle gare à une entreprise privée. Donc, l'objectif du gouvernement était de disqualifier le regroupement des chauffeurs, de le rendre sans objet. Naturellement, après cette mesure, un bras de fer s'engagea entre le regroupement et l'État. Parce que dès l'ouverture de la nouvelle gare, le regroupement a été transféré de l'ancienne vers la nouvelle gare routière. Et au finish, le regroupement réussit à chasser l'entreprise privée de la gare. Donc, même si l'État a les moyens d'influence sur le processus de renouvellement des instances dirigeantes du regroupement, ce dernier peut s'imposer à l'autorité administrative en refusant de s'impliquer dans le jeu de la négociation collective pour discuter les programmes étatiques. Si l'on considère ce cas, on peut voir les conséquences importantes du fonctionnement de certaines formes d'organisation de travailleurs. Celles-ci, dans certaines mesures, peuvent satisfaire des préoccupations de leurs membres face à l'absence d'un système d'assurance sociale. Cependant, elles ne peuvent ni se substituer de façon convenable à une sécurité sociale pouvant couvrir le travailleur durant toute sa carrière, encore moins lui assurer une protection retraite ou assurer les soins lourds de santé. Le plus désolant est qu'elle ne peut pas assurer le partenariat social au profit du développement. L'autorité administrative dénonce régulièrement l'incapacité du regroupement de chauffeurs à mener la négociation collective, cause pour laquelle l'État du Sénégal échoue pratiquement dans toutes ses tentatives de modernisation du secteur du transport interurbain. Par exemple, comme la modernisation de la flotte, la gestion des gares routières, l'application des règles de la prévention routière. Cela explique en partie qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal a le secteur des transports interurbains le plus dégradé. Ce dernier constat révèle tout l'intérêt du papier de Sidi Sissoko pour la recherche. En effet, il permet de comprendre comment la structuration et le mode de fonctionnement des organisations professionnelles peuvent entraver le fonctionnement de tout un secteur majeur de l'économie d'un pays. En d'autres termes, Sidi a identifié l'un des déterminants du retard économique du Sénégal. Je vous remercie de votre attention. On va repasser à la salle et on laisse la parole au deuxième discutant, José. C'est à toi. Merci. Merci Christina et Marcus pour cette invitation. Alors, je ne suis pas du tout expert de rien du tout, enfin, surtout pas du Sénégal, du syndicalisme non plus, pas forcément. En tout cas, dans la salle, il y a des gens qui sont beaucoup, pour qui effectivement le syndicalisme, c'est l'objet à privilégier dans leurs travaux. Je suppose qu'ils étaient invités à propos des travaux que j'ai menés avec le collectif Rosa Bonheur sur les économies de subsistance dans les pays du Nord, qui a fait l'objet d'une publication, La ville du Donva, et qui est le fruit d'une enquête ethnographique de longue haleine qui a été menée de la ville de Roubaix. Donc, on partait d'une question relativement à que font les gens dont on dit qu'ils ne font rien, donc un tiers d'inactifs, un tiers de chômeurs à Roubaix. Et puis, on découvre effectivement que
ces gens qu'on considère ou qu'on pense comme étant inactifs, ou en réalité ils travaillent durement pour essayer de parvenir à produire et distribuer des ressources de subsistance nécessaires aux familles, aux communautés d'appartenance. Et notre entrée était spatiale, contrairement un peu à la tienne, qui est plus sectorielle, mais on a pu aussi mener un travail aussi sectoriel auprès notamment des travailleurs de la mécanique des rues. Et du coup, c'est essentiellement à partir de ces réflexions qu'on a pu mener, de ces observations dans la mécanique des rues, enfin, qui a fait l'objet d'une publication dans les actes de la recherche, que je discute ton papier. Donc, il porte effectivement sur quelque chose que nous, on a découvert aussi, effectivement, ce qu'on appelle l'informalité, je vais en venir dessus. Effectivement, le sens commun dirait que voilà, ce sont des secteurs qui sont pas du tout régulés. Au contraire, tu montres bien qu'il y a des logiques, il y a des formes de régulation, des normes qui encadrent, donc qui président à l'organisation de ces espaces de l'emploi informel. Alors, nous, on est venu à ces réflexions à partir aussi d'incursions qu'on a fait depuis plusieurs années en Amérique latine aussi. Et donc, un peu le regard qu'on pose sur la mécanique des rues et les économies de subsistance est aussi le fruit d'un échange avec des travaux qui ont été menés à propos de ces questions, enfin, des économies populaires, des économies de subsistance aussi dans les pays du Sud, et particulièrement en Amérique latine, notamment en Colombie et en Argentine. Et ça, c'est quelque chose, enfin, j'avais envie d'entendre là-dessus. Enfin, c'est un peu étonné de voir que dans ton travail, tu cites pas forcément d'autres littératures issues des pays du Sud. Alors, est-ce que tu cites Roy, tu cites des textes plutôt européens ou nord-américains, mais tu te réfères pas trop aux littératures des Sud. Donc, voilà, je voulais savoir pourquoi. Donc, je vais juste dire, je vais être assez bref. Enfin, peut-être organiser la discussion, te poser des questions à propos des deux ou trois choses. La première, à propos du couple formalité-informalité, que tu évacues assez rapidement dans l'article. Je pense que tu as raison parce que, enfin, bref, si on commence à discuter, peut-être l'article portera essentiellement sur cette discussion-là, et tu avais plutôt envie de revenir sur concrètement comment effectivement ce travail informel ou cet emploi informel est régulé, et notamment par les acteurs, enfin par les syndicats. Mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui est assez important, dans le sens où, enfin, là, on voit bien dans ton travail, et tu l'as mieux précisé là à l'oral, comme effectivement, c'est qu'on appelle l'informalité, et en l'occurrence, le produit a des stratégies aussi patronales, d'externalisation, des sous-traitances, voilà, de ces boîtes, de ces entreprises. Ça a été mis en avant depuis les années 80, depuis très longtemps, notamment les travaux de Hugo Lopez en Colombie, etc. Comment, en fait, ces travailleurs qui sont en apparence indépendants, en réalité, ils font partie d'une chaîne, que ce soit une chaîne de distribution, que ce soit une chaîne de production, etc. Donc, effectivement, d'un côté, on voit comment l'informalité, messieurs le disaient, les raisons du retard économique des pays du Sud, enfin, c'est les fruits des stratégies, des entreprises, voilà, d'externalisation, d'informalisation, déformalisation des relations d'emploi. Mais en retour aussi, et ça caractérise, à mon sens aussi, les modèles productifs dans les pays. Nous, on a pu le voir dans les pays du Sud. Nous, on a pu le voir aussi à Roubaix. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il manque
c'est quelque chose qui est central dans la littérature du Sud, la famille. La famille qui est le collectif qui vient amortir aussi les effets dissolvants de ces politiques de précarisation et d'ajustement structurel. C'est-à-dire, il y a des travaux, c'est pour cela que je te demandais, voilà, est-ce que cette question de la famille apparaît dans ton travail ou non? Pourquoi? D'une part parce que déjà, il y a des travaux, je pense à Ulpian Ayala, économiste colombien, qui expliquait très bien comment effectivement les modes de recrutement étaient très dépendants de la composition sociale des ménages. C'est-à-dire que la famille, à l'intérieur de la famille, effectivement, il y a des logiques de division du travail qui spécialisent les individus aussi, et qui les assigne aussi à des positions dans la formalité. Et du coup, les carrières se constituent aussi selon les sages. Par exemple, je ne sais pas si tu as pu retrouver ça, tu vois, concernant les trajectoires ou les carrières professionnelles. En Amérique latine, on raisonnait en termes de carrière triphasée. Les jeunes qui, au départ, et je pense que tu l'as un peu vu, hein, parce que tu le lis, les jeunes qui commencent dans l'emploi dépendant, ensuite ils sont accès à un emploi formel ou informel plus ou moins stabilisé, et en fin de carrière, ils vont à nouveau retrouver des activités informelles qui sont bien rémunérées du fait de l'existence de barrières à l'entrée. Voilà, donc en fait, il y a cette dimension à la fois familiale, donc qui est un peu la structure des bases qui permet voilà d'amortir, de distribuer des ressources, mais d'organiser aussi les carrières des individus. C'est-à-dire, donc penser effectivement le régime économique du Sud, ça on le voit à Roubaix aussi. Enfin, la famille devient un peu une cellule qui est absolument indispensable. Ce qu'elle permet d'amortir, mais en même temps c'est elle aussi qui organise, qui dispatche, qui finalement voilà assigne les individus à des activités, à des secteurs. Donc voilà, formalité, informalité, pour caractériser effectivement le régime économique. Je pense que voilà, c'est bien de partir voilà des stratégies des entreprises, mais en retour, connaît-il des familles. Deuxième remarque, tu montres bien, et là je viens au secteur, ton travail conforte effectivement les travaux qui disent que dans l'informalité coexistent finalement aussi des positions, des statuts qui sont différenciés, qui sont très hétérogènes. Et ça, c'est l'effet effectivement d'une question que tu amorces aussi dans ton texte, la question des barrières d'entrée. C'est-à-dire n'importe qui ne peut pas effectivement accéder à ce type d'emploi. Tout le monde ne peut pas devenir mécanicien de rue, tout le monde ne peut pas être cireur des chaussures à Bogota, tout le monde ne peut pas être non plus coxeur dans une gare routière sénégalaise. Alors, de quoi dépend cet accès? Effectivement, d'une part, je pense que ça dépend aussi de la place que chacun occupe dans sa famille, aussi de son âge. Mais il y a d'autres dimensions aussi sociales. Donc, ces personnes, elles sont ou non inscrites dans des réseaux. Il y a la question aussi, voilà, de régulations qui sont propres, sans doute aussi à chaque un secteur d'activité, puis potentiellement aussi dans le travail dans la rue, la capacité à négocier avec les policiers. Alors, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, mais je pense que c'est assez central dans les transports en général. Par exemple, Pablo López Calle, qui a travaillé sur les camionneurs espagnols, dit que voilà, ces camionneurs sont de plus en plus amenés effectivement à négocier avec les policiers, que les policiers, enfin les agents de l'État, enfin bref, les policiers sont devenus effectivement dans les secteurs du transport en Europe, du moins en Espagne,
un agent absolument indispensable de la régulation aussi du travail des camionneurs. Alors, c'est là pour dire que, effectivement, donc, il y a ces dimensions qui sont centrales dans les dynamiques de fragmentation, de hiérarchisation des marchés, des postes dans l'informalité et qui renvoient ou qui sont articulés à des formes de fermeture sociale. Alors, est-ce qu'on peut le penser comme ça ou non? Des fermetures sociales de ces espaces aussi de l'informalité qui sont portés donc, par des acteurs spécifiques, en l'occurrence, voilà, effectivement, là aussi les syndicats qui participent à cette fermeture et en connivence avec les autorités, avec les entreprises, etc. Alors ça c'est important à dire, il me semble, parce que du point de vue idéologique, au contraire, on dit souvent le contraire. C'est-à-dire que l'accès à des emplois, à des postes dans l'informalité sont faciles, c'est-à-dire que les entrées sont faciles. Donc ça attire à l'informalité les esprits entrepreneuriaux qui n'ont pas envie de s'écoltiner de la bureaucratie, etc. Qui sont à une éponge à emploi en temps de crise, qui sont un palliatif en somme pour les effets de l'ajustement structurel dont tout parlait. Et en retour, cela permet aussi à cette idéologie un peu de légitimer les politiques menées envers la partie formelle de l'économie. La question, si effectivement tu pouvais nous dire un mot un peu sur la réforme des marchés de l'emploi du travail qui ont été menés au Sénégal ces dernières années. Sur troisième question peut-être sur les identités. Alors tu l'as dit tout à la fin. Alors ici je reviens un peu à ce qu'on a vu nous à Roubaix. Effectivement, on se construit pas subjectivement ou identitairement de la même façon quand on travaille dans l'informalité. Ce qu'on a vu à Roubaix, c'est que les travailleurs des économies populaires donc circulent en fait d'une identité à l'autre assez facilement. C'est-à-dire, par exemple, les femmes qui sont dans des activités informelles, elles peuvent se dire, par exemple, musulmanes quand elles vont acheter de la viande halal, elles peuvent se dire alors plutôt marocaines ou algériennes quand elles font garder ses enfants, elles peuvent se construire en tant que pauvres quand elles sont face aux agents de la CAF, elles peuvent se dire habitantes des quartiers quand elles sont effectivement dans une mobilisation contre la fermeture d'une crèche dans le quartier. C'est-à-dire, en gros, c'est ce que je dis, le travail, en fait, il est inscrit dans une pluralité de cercles, dans une pluralité d'espaces d'appartenance qui font que, effectivement, on n'est plus dans les nous et les eux. C'est beaucoup moins binaire et finalement les identités c'est plein de façons multiples en articulation avec ce travail qui est liquide, qui est fluide et qui s'inscrit aussi dans des espaces d'appartenance qui sont pluriels. Et par ailleurs, ce sont des espaces, et tu l'as dit, qui ne sont pas nécessairement aussi émancipateurs, puisque l'orientation de cette activité est à la subsistance, à la production des subsistances, non pas à la production d'un salaire ou à obtenir un salaire qu'ensuite on peut mobiliser dans le marché. C'est-à-dire, il y a une logique qui est collective d'emblée. Le travail, il est utile pour quelqu'un qui peut potentiellement faire partie de ta famille. C'est-à-dire, c'est un travail qui s'inscrit dans des réseaux qui sont des réseaux de réciprocité. Et là, effectivement, la question de l'émancipation se pose un peu différemment à comment elle se pose dans l'espace formel, dans le sens où, très vite, on peut devenir fonction soi-même. Moi, je pense toujours, la question que je pose toujours, à quoi sert une
mère de famille, il y a 10 sert de mère de famille. On voit bien comment, effectivement, il y a moins de distance entre qui nous sommes et ce que nous faisons. Dans la question des organisations, enfin, l'organisation politique de ces espaces est d'emblée compliqué. C'est qu'on a découvert en Amérique latine, c'est ce que j'ai vu, les lectures que j'ai faites, c'est que ça passe souvent par des entrées plutôt que sectorielles à spatiales. C'est les travailleurs des économies populaires qui s'organisent à échelle du quartier, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu penses de cela, si tu as réfléchi à cette question des identités multiples, plurielles, des circulations. Voilà, je voulais te demander si tu avais connaissance de la façon, par exemple, les travailleurs dans le Sud, en Argentine en particulier, s'organisent aujourd'hui, où on réussit à organiser les travailleurs et travailleuses des économies populaires. Effectivement, justement à partir de cette entrée qui n'est pas une entrée sectorielle, mais plutôt spatiale, et dans laquelle voilà, on articule ensemble le travail, l'activité et cette dimension de voilà, vie dans un quartier ou habitant des quartiers ou quartier. Qui est finalement la dimension qui permet cette agrégation d'identification multiple. Merci. On te laisse la parole. Okay. Bon, je retiens le dernier truc. Merci beaucoup. Merci aussi à Alfred, même si voilà, il n'a pas pu être avec nous. Voilà, merci José. Alors, je vais commencer par répondre aux remarques d'Alfred et puis après, voilà, pour ouvrir la discussion et éventuellement permettre l'échange. Alors, il m'a semblé qu'il y avait voilà, deux choses dans les questions dans les remarques que faisait Alfred. Il y avait une première chose sur la législation du travail et voilà, et la question de voilà, le travail, la législation du travail dans ces espaces-là qui sont labellisés comme informels et son application. C'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, en fait, puisque depuis, j'ai changé d'objet et je travaille sur les conflits du travail au Sénégal et le traitement administratif et juridique, en fait, des conflits du travail. Donc, les gens au tribunal du travail, puisqu'il y a un tribunal du travail qui est un peu différent des prud'hommes, et puis les gens à l'inspection du travail. Et c'est assez intéressant. Voilà, on pourrait se poser la question. Voilà, tout le monde pourrait potentiellement, puisque voilà, si on regarde le code du travail, à partir du moment où il y a un lien de subordination, où il y a rémunération, voilà, même s'il n'y a pas de contrat écrit, les gens sont considérés comme étant en CDI. On pourrait se dire, il devrait y avoir une affluence de fou à l'inspection du travail, au tribunal, etc. Et en fait, non. Voilà, c'est un peu ça le constat de départ. Et c'est assez intéressant de s'interroger là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est une question qui est très compliquée, sur laquelle il est très compliqué à répondre, mais je pense que c'est une question de choix politique. En fait, c'est une question de moyens. Pourquoi est-ce que le Code du travail est si peu effectif ? Eh ben, c'est parce qu'on n'a pas mis les moyens, en fait. Je prends un exemple juste de l'inspection du travail. Passé la période des ajustements structurels, les gens n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de chaise. C'est pas une blague. Ils n'ont pas de voiture. Donc on leur assigne des secteurs qu'ils doivent contrôler, mais il y a des gros problèmes de recrutement en fait. Donc ils ont une somme de choses à faire. Donc ce qu'ils font dans leur travail quotidien, les gens de l'inspection, c'est de contrôler uniquement ce qu'ils considèrent comme relevé du formel. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à un espace clos sur lui-même en fait, c'est-à-dire où on va contrôler que ce qui est formel et donc en fait on renforce l'existence de tout un espace en fait informel. Donc c'est assez intéressant quand on les suit dans les contrôles, etc. Et c'est pas issu d'une volonté de laisser faire, etc. C'est vraiment en fait un manque de moyens. Donc à un moment aussi il y a des choix politiques qui ont été faits et qui font que on est dans cette situation-là. Et c'est particulièrement criant lorsqu'on s'intéresse aux questions du code du travail et de la législation du travail. Mais il y aurait énormément de choses à dire sur cette question-là, donc voilà.
Deuxième, voilà, il y a encore d'autres choses qui viennent, mais je passe à la deuxième réponse aussi. C'était la question d'Alfred, c'était par rapport à la négociation collective. Alors effectivement, Alfred relaie aussi quelque chose qui est très présent et que j'ai peut-être pas assez mentionné dans ma présentation, c'est le fait que les Sénégalais sont très mécontents de la façon dont fonctionnent les transports publics. Les organisations dont je parlais sont extrêmement stigmatisées et extrêmement critiquées. Quand il y a une grève, mais aussi quand il y a des accidents, puisqu'il y a des accidents, hein, on les accuse d'être à l'origine en fait du mauvais fonctionnement du transport public et du mauvais état, surtout des véhicules, voilà, et de participer à l'entretien du statu quo en fait en matière de transport. Du coup, moi, je serais un peu moins critique que Alfred, dans le sens où, si j'ai bien compris ce que disait Alfred, c'était de dire finalement, ces associations, elles tiennent tête à l'État et elles refusent de négocier à l'État. Elles sont assez puissantes pour refuser de négocier avec l'État et faire ce qu'elles ont envie de faire. Et ça explique en partie, ce manque de prise de l'État sur le secteur peut s'expliquer par finalement le fait par le fait que ces associations-là tiennent tête à l'État et peuvent se passer de toute négociation avec l'État. Et moi, j'aurais le point de vue inverse. Je dirais plutôt que c'est plutôt l'État en fait qui ne les convie pas et qui emploie avec elles des stratégies qui sont assez courantes en fait dans les négociations, qu'on retrouve aussi dans les stratégies de négociation avec les enseignants par exemple. C'est de dire d'aller à l'épreuve de force, de les convoquer au dernier moment, de leur proposer des accords, d'éventuellement donner des accords oraux qui ne sont pas respectés ensuite, voire même de signer des accords qui ne sont pas respectés ensuite, de façon à hacher en fait des mouvements qui seraient potentiellement compliqués à gérer. Et donc voilà, je pense que je serais plus mesuré en disant que il y a aussi si ces organisations ne sont pas intégrées dans l'espace de la négociation collective, institutionnelle, etc., ce n'est pas uniquement de leur fait. C'est aussi du fait de stratégies de l'État sénégalais, de stratégies de négociation, de stratégies de cooptation aussi politique. Voilà. Mais je pourrais revenir dessus. Voilà. Donc ensuite il y avait des questions, José, qui étaient pareil très intéressantes et qui me font réfléchir en fait. Et je pense que c'est ça d'abord le but de ces questions-là. Moi je les note et puis ensuite j'y réfléchis chez moi et souvent c'est quelques mois après que je trouve les bonnes réponses. Donc voilà, je vais essayer de répondre là. Dans l'ordre, la question sur la littérature, c'est une question qui est extrêmement intéressante. En fait, effectivement, je vais piocher dans la littérature sur la sociologie du travail européenne et française, états-unienne aussi, hein, tu l'as relevé avec Roy, les classiques. Je vais piocher dans ce qu'on appelle les études africaines, hein, où il y a des travaux qui ont été menés dans les années 80 sur les études africaines, même si c'est une thématique dans les études africaines, pardon, sur le travail, même si c'est une thématique qui est en déshérence depuis les années 90. Il commence à y avoir pas mal de travaux là qui commencent à revenir, notamment sur le syndicalisme en Afrique. Il y a toute une nouvelle génération de chercheurs, de jeunes chercheurs qui publient des numéros spéciaux sur le travail en Afrique, en langue anglaise mais aussi en langue française. Donc c'est quelque chose en fait qui revient. Et effectivement, j'ai pas été voir cette littérature dont tu parles, qui effectivement a l'air super intéressante en fait, hein, sur des situations sud-américaines. Hein, et il y a énormément de parallèles en fait à faire, effectivement. Oui. C'est lié aussi au fonctionnement du champ scientifique, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a des chapelles avec sociologie du travail. Donc quand on fait de la sociologie du travail généraliste, c'est rare. Donc on travaille sur la France, c'est rare qu'on aille voir ailleurs. Et puis il y a les études africaines. Alors souvent quand on est dans les études africaines, déjà c'est bien quand on va voir la sociologie générale, mais du coup c'est vrai. Et donc effectivement ça a des effets en fait de connaissance. Ça nous empêche de faire des parallèles, ça nous empêche et ton invitation à s'affranchir de ça, je prends et
Bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter. Sur la question plus particulière parce que toute la discussion était structurée, à mon avis, autour d'un élément, c'était le travail et le hors-travail, et le lien du travail et du hors-travail. Et c'est des choses qui, effectivement, sur la famille, sur les stratégies familiales, dans l'investissement d'un secteur d'activité, par exemple, hein, c'est des choses qu'on retrouve dans les gares routières, hein, avec, voilà, un tel, voilà, est propriétaire de véhicule, il embauche son frère comme chauffeur, etc. Donc, tous ces liens-là existent. Ils n'ont pas forcément fait partie de mon spectre, de mon questionnement, puisque moi, j'étais plus dans une interrogation sur la représentation. Sur la représentation et sur les liens des représentants à l'État, et donc à la police, etc., aux partis politiques, etc. La façon dont on norme le travail dans l'espace de la gare routière. Je vous dis que je n'avais pas une approche spatiale. Si, j'ai une approche spatiale. Donc, dans la gare routière, comment est-ce que voilà, ces organisations norment le travail et l'attente des chauffeurs? Mais c'est vrai qu'il y a des questions que j'ai délaissées, notamment ces questions voilà, du lien travail hors travail, etc. C'est des questions auxquelles je touche maintenant un peu plus voilà, quand je m'intéresse justement au conflit du travail, parce que j'essaie de retracer justement les parcours, les trajectoires professionnelles des personnes qui font appel à l'administration, à l'inspection du travail. Mais voilà. Sur l'autre question aussi, qui est un peu l'éléphant au milieu de la plaie, c'est la formalité, la question, voilà, formalité, informalité, qu'est-ce qu'on met derrière, etc. Il me semble qu'il y a 3 options possibles avec ce problème-là. Il y a une première option qui est de dire, il y a des situations économiques, des situations de travail qui ont un air de famille. Et donc, on les regroupe et voilà. On ne s'interroge pas forcément sur ce que c'est que l'informalité, mais il y a des choses qui ont un air de famille et donc on les met ensemble. Voilà, un air de famille, bah voilà, quelqu'un dans une même famille peut avoir le nez du père, les oreilles de la mère. Voilà, on sait, oui, ils se ressemblent pas tous, ils sont pas tous pareils, mais on sait qu'il y a des éléments et donc on les regroupe comme ça. C'est une solution. Il y a une seconde solution qui serait d'observer comment est-ce que les acteurs au concret, les inspecteurs du travail, les juges au tribunal du travail, etc., tracent la limite entre le formel et l'informel. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on suit les inspecteurs, on regarde dans une tournée de contrôle, qu'est-ce qu'ils excluent, qu'est-ce qu'ils mettent sous le vocable informel, et donc on observe les acteurs en pratique faire ces partages-là. Ça, c'est une solution. Moi, j'ai choisi une troisième voie dans mon livre, dans mon travail de thèse. C'était de suspendre cette catégorie. C'est-à-dire de dire, essayons un instant, au moins le temps de cette recherche doctorale, de ce livre, de se dire que c'est des travailleurs, tout simplement. Et qu'est-ce que ça a comme effet de ce geste-là, de suspendre cette catégorie, qui est aussi un stigma, en fait, hein, sur tout un ensemble de travailleurs, bah, c'est de se poser des questions qu'on se poserait si on s'intéressait à des travailleurs formels, en fait. Des questions de la représentation, du syndicalisme, qui sont d'habitude plutôt évacuées en fait de tous les questionnements sur l'informel, la question de la formation des groupes professionnels, et notamment la question justement de ces professions et de leur rapport à l'État. Et donc voilà, juste à un moment, voilà, le temps d'une recherche, suspendre cette spécificité supposée et poser des questions routinières, voilà, et voir ce que ça donne comme résultat. C'était plutôt ma démarche. Et ça fait le lien avec ce que tu disais sur la littérature. C'est aussi pour ça que je suis pas allé creuser forcément dans la littérature sur l'informel, sud-américaine, etc. Et que je suis plutôt allé piocher dans les espaces industriels, en fait. En tenant ce pari-là, en disant, voilà, on suspend cette spécificité et on voit ce que ça donne, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Pour ensuite, à la fin, une fois qu'on a les résultats, retourner interroger cette littérature-là. Et leur dire, voilà, en fait, là, ça marche pas tout à fait pareil, etc. Donc, un comparatisme de questionnement avec les espaces industriels, industrialisés et avec ce qu'on appelle communément le salariat. Alors, il y avait une troisième question. Vous me dites si je suis trop long. Hein. T'as encore un peu de temps. D'accord. C'était la question des barrières d'accès à ces activités. C'est de dire, finalement, effectivement, il me semble que il y a tout un discours qui ferait passer l'informel pour un peu l'idéal du marché, quoi. Hein, c'est ça que tu disais, j'ai l'impression. C'est-à-dire, voilà, comme il n'y a pas de règles, c'est le marché, et donc, et effectivement, ce que je montre, mais que d'autres montrent aussi, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
c'est régulé, il y a des autorités, c'est des espaces qui sont clos. Hein, tout le monde ne peut pas être chauffeur, tout le monde ne peut pas être vendeur de rue, etc. Voilà, une anecdote sur la fermeture justement de ces marchés-là, ou plutôt une anecdote ou quelque chose qui est apparu dans ma recherche. Il y a une pratique que je trouvais assez rigolote, qui est la pratique du maraudage. Maraudage, ça vient de l'ancien français, hein, c'est quelqu'un qui va piquer dans les champs de quelqu'un d'autre. Un propriétaire d'un champ, il va piquer des fruits, des choses, ça marauder. Et dans l'espace des gares routières, ça prend une signification particulière. On appelle les maraudeurs les personnes qui vont embarquer des passagers en dehors des gares routières. Et donc, c'est éminemment handicapant en fait pour les regroupements, hein, puisque si on passe pas par la gare routière, on ne paye pas ses cotisations. Et donc, les regroupements de chauffeurs ont développé ce qu'on appelle des brigades maraudage qui placent à la sortie des villes pour contrôler les allées et les venues des véhicules commerciaux. Et ils ont aussi, pour les mieux organiser, des espions dans la ville, hein, des espaces stratégiques pour voir s'il n'y a pas des gens qui embarqueraient, des gens. Et ils travaillent en collaboration avec la gendarmerie, la police locale, etc. Hein, puisque eux-mêmes, en tant que civils, ne peuvent pas arrêter les véhicules. Hein, donc, ils ont des cahiers où ils enregistrent et ils ont listé tous les plaques et les véhicules des contrevenants, avec une connaissance du parc extrêmement fine. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir un véhicule arriver de très loin et savoir, lui, c'est telle plaque. Regarde, voilà, c'est des choses que j'ai vécues, auxquelles j'ai assisté. Hein, c'est pas... Et donc voilà, sur ce contrôle-là du marché, je trouvais que oui, ça existe, voilà, et ça prend des formes extrêmement sophistiquées en collaboration avec l'État. Voilà. Donc voilà. Et peut-être, oui, je vais peut-être toute dernière chose sur l'entrée spatiale. Peut-être une spécificité des gares. Voilà, je me permets, je me dis pourquoi effectivement ce lien à la famille, etc., toutes ces choses-là, l'articulation du travail et du hors-travail, c'est pas plus revenu dans ma recherche, quand bien même je m'intéressais plus à la représentation, mon rapport à l'État, etc. Peut-être une des réponses de ça, c'est lié à la spécificité, à ce que sont les gares routières. J'ai eu une entrée spatiale, et il faut bien s'imaginer que les gares routières, en fait, c'est des espaces clos, où il y a des gens qui sont en circulation. Qui sont imaginez, je sais pas, un trajet entre Dakar et une ville Saint-Louis, Thiès, Kaolack. Quand le chauffeur arrive à Dakar, imaginons que sa famille est à Thiès, il n'a rien en fait. Hein, voilà, il n'a pas forcément de proches sur lesquels compter. Et souvent, les gens font le choix de rester dans la gare pour attendre. Et donc, finalement, vraiment une spécificité, je pense, du secteur du transport et de cet espace-là que sont les gares routières et du travail dans les gares routières, c'est un univers et c'est considéré comme tel d'ailleurs et c'est pour ça qu'il est aussi stigmatisé au Sénégal. Il est considéré comme tel par les Sénégalais. C'est un espace vraiment clos en fait. C'est vraiment clos sur lui-même en fait. Hein. C'est un monde en soi. Et les gens l'investissent, y compris lorsqu'ils ne sont pas travailleurs, aussi pour s'émanciper, justement, des contraintes familiales, etc. Voilà, c'est aussi un lieu... alors, je n'ose pas dire une marge, parce que c'est central, en fait, mais voilà, ça a aussi cet aspect-là. Voilà.